Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Mardi 26 mars, le gouvernement, par la bouche de son ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, se félicitait des chiffres de la croissance en hausse et du déficit public en baisse. Un signe, selon lui, de l'efficacité de sa politique économique, même si ces indicateurs ne disent en réalité pas grand-chose de la situation du pays et de ses habitants. Effectivement, la politique économique du président de la République fonctionne et fonctionne bien. C'est-à-dire que la dépense publique, pour la première fois depuis 30 ans, depuis 30 ans, nous sommes passés de 55 à 54,4%. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, se félicite ainsi d'avoir mis fin à la dérive continue, je cite, de nos finances publiques depuis plus de 10 ans. Nous allons poursuivre le redressement de nos comptes tout en continuant la baisse des impôts, ajoute-t-il. Good morning business. On nous vend un retournement historique autour de ce qu'on appelle l'exécution budgétaire. Ah oui, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire. Retournement historique. L'année dernière, nous avions en fin d'année prévu avec tous les instituts d'être autour de 1,5% de croissance, qui était déjà un chiffre assez élevé. Nous serions normalement autour de 1,6%. On aura confirmation ce matin. Ce sont des bons chiffres qui accompagnent la dynamique voulue par le président de la République. Une croissance plus élevée que prévue en 2018, un déficit en baisse de 0,3 points par rapport à l'année dernière. Faut-il y voir, comme Gérald Darmanin, une preuve que la politique économique du gouvernement fonctionne bien ? En réalité, les choses sont plus complexes que cela. Car de quoi est-il question ici ? Quand on parle de croissance, on parle de hausse du produit intérieur brut ou PIB qui mesure la valeur totale de la production de richesse sur le territoire national sur une année. Mais une hausse de ce PIB n'est pas automatiquement une bonne chose. Par exemple, on sait que depuis 2018, l'argent généré par le trafic de drogue est intégré à son calcul. L'argent généré par le trafic de drogue, désormais intégré au calcul du PIB en France. Le trafic de drogue dans l'Hexagone représenterait chaque année 2,7 milliards d'euros. Cela signifie-t-il qu'une explosion de ce trafic est une bonne chose pour un pays ? Évidemment non. De même, le PIB augmente quand, par exemple, se développent des exportations ultra polluantes ou quand des entreprises françaises vendent des armes de guerre à un pays comme l'Arabie Saoudite sans qu'à un seul moment l'impact de ces ventes sur les grands équilibres géopolitiques ne soit pris en considération. Mais au-delà de cette question de la nature des richesses créées, c'est évidemment la manière dont les fruits de la croissance sont répartis qui fait la bonne santé d'un pays. Car si ces derniers sont concentrés entre les mains de quelques-uns, le quotidien de la majorité des citoyens peut tout à fait continuer de se dégrader malgré des chiffres en apparence bons. Et puisque l'on parle de quotidien, évoquons le deuxième chiffre brandi comme une victoire par le gouvernement, celui du déficit budgétaire dont la baisse relative est là aussi présentée comme positive. Pour rappel, le déficit, c'est quand les dépenses de l'État sont supérieures à ses recettes, quand le budget sur une année n'est pas à l'équilibre. Mais là encore, un déficit moins important ne constitue pas en soi le signe de la bonne santé d'un pays. Encore faut-il se pencher sur la nature des recettes et des dépenses. Par exemple, il est tout à fait possible de faire baisser les dépenses publiques en supprimant des lits d'hôpitaux, en fermant des maternités ou en réduisant les effectifs de la police. Est-ce pour autant une bonne chose pour les citoyens et pour le pays ? Là encore, la réponse est non. De même, du côté des recettes, si dans le même temps on choisit de supprimer l'impôt sur la fortune et de compenser cette suppression en augmentant la CSG, leur niveau global restera le même, mais leur nature sera bien différente. Dans un cas, les personnes les plus favorisées seront celles qui contribueront le plus à la vie de la collectivité. Dans l'autre cas, ce sont les retraités qui paieront. Un choix, bien sûr, éminemment politique. On nous dit que on est le seul pays européen ou dans le monde à avoir un tel impôt, que ça fait fuir les Français. Alors, en partie, c'est vrai. Il y a effectivement des Français qui quittent la France. Ce qu'il faut dire, c'est que la raison fiscale n'est pas toujours invoquée. On a aussi des raisons d'aller trouver un travail ailleurs, au groupement familial, etc. Et globalement, cette fuite, c'est 0,15% des personnes qui sont censées payer l'ISF. Ça représente 170 millions d'euros de pertes fiscales. Donc, quand on met ça face aux 5 milliards qu'on perd en recettes fiscales, finalement, voilà, c'est pas grand-chose. Je crois que quand on se pose la question sur est-ce que la fiscalité est juste, est-ce que ce que a fait Emmanuel Macron est juste, on s'aperçoit surtout que ça fait baisser le chômage, que ça rétablit les comptes publics, que ça remet du carburant dans la machine économique. Et quand on regarde ce qui se passe notamment en Italie ou dans d'autres pays autour de nous, on s'aperçoit qu'on a eu raison de faire notre politique économique. Regardez, 478 000, alors vous disiez 14 millions de retraités, donc ça c'est pas énorme hein, en proportion, mais ce chiffre il a semble-t-il doublé en quelques années. Est-ce que c'est un rapport avec
la façon dont peut-être on a demandé une contribution plus importante aux retraités ces dernières années, ou bien c'est parce qu'ils sont plus jeunes et donc qu'ils sont plus en forme. À 69 ans, ces gestes, il les connaît par cœur. Forgé par 54 années d'expérience, depuis presque 10 ans, il multiplie les missions en intérim pour des raisons financières. Quand je fais un remplacement comme ça, là, ça va amener un plus à la fin du mois. Donc je fais un projet, je me dis tiens bon, au mois d'octobre, on va pouvoir emmener le petit-fils 8 jours en Normandie. Mais aujourd'hui, il ressent le poids de l'âge. Je me suis affaibli quand même, je me suis affaibli. Il y a l'âge et puis j'ai plus la même tonicité, on récupère plus pareil. Il y a 10 ans, j'aurais porté le demi-veau sans aucun problème. Mais bon là, physiquement, ça se sent, quoi. L'âge est là quand même. Car cet emploi n'est pas un choix. En résumé, il ne suffit donc pas d'exhiber des chiffres en apparence bons pour faire le bien-être des gens. Une politique économique efficace, pour peu que l'on ait à cœur l'intérêt des citoyens que l'on est censé servir, ce n'est pas une politique dictée par la tyrannie d'indicateurs abstraits. Une politique économique efficace, c'est une politique au service du plus grand nombre qui permet à chacun d'assurer sa subsistance dans des conditions décentes et qui garantit à tous l'accès aux services essentiels. Et tant que les dirigeants préféreront agiter des statistiques plutôt que d'avoir cela en tête, la cohésion du pays risque de continuer de se déliter. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi le fil d'actu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu et à soutenir notre travail via la page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.